Culture Soccer. Enfin de retour après un exil au Liban. Adi Raphaël, aujourd'hui à l'animation du podcast CS à l'érable. Et je suis rejoint, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on se retrouve tous les trois ensemble. Je suis rejoint par mes acolytes, mes amis et mes compagnons, Alex Rupert et Daniel Cameron. Salut Daniel, comment ça va aujourd'hui? Salut Hedy, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un méchant bout qu'on n'a pas enregistré ensemble. Je pense qu'à l'époque, le classement de la CanPL était pas mal différent. Ouais, avoue, man, c'était super différent dans ce temps-là, à l'époque, comme tu as dit. Et je pense qu'on a enregistré, je pense, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, ou plus 4 ou 5 semaines avec Alex Rupert la dernière fois, avant que je m'en aille en vacances. Alex, comment tu vas aujourd'hui? Fantastique et je suis vraiment content de te retrouver et on est tous heureux de te revoir parmi nous. Ben, je suis très content d'être de retour, comme d'habitude. Ben, écoutez, aujourd'hui, on va faire comme on fait d'habitude. On va faire ce qu'on sait faire de mieux et parler de soccer canadien parce que c'est ce qu'on aime. C'est notre passion, c'est notre pays, puis c'est ce qu'on veut explorer sur CS à l'érable de semaine en semaine. On va parler en premier. Écoute, il faut qu'on parle de l'actualité. On n'a pas trop le choix. Il faut qu'on parle de la nouvelle tombée hier. Tajon Buchanan, le transfert, c'est fait. On en parle sur CS à l'érable depuis plusieurs semaines, comme quoi il devrait aller en Europe. Je pense que le premier qu'il a dit sur ce podcast-là, c'est Alex Rupert, qui a parlé de Tajon Buchanan en Europe. Il vient de signer dans le club belge du Club Bruges. Un gros transfert, sachant que le Club Bruges, c'est quand même une équipe qui joue le haut du classement en Belgique. Ce n'est pas un petit club en Belgique. 7 millions de dollars selon les rumeurs, c'est rien d'officiel, 7 millions de dollars selon les rumeurs, avec 10% de valeur de revente. On n'a aucune idée si c'est une valeur de revente sur la survalue, donc sur le profit, ou est-ce que c'est 10% sur le transfert, le futur transfert, ce qui pourrait changer énormément. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir un jeune Canadien qui, il y a 2 ans, n'était même pas un titulaire en MLS, était presque inconnu, drafté, qui vient du college soccer. On salue notre ami Florian Mauger, qui nous parle de college soccer sur Culture Soccer. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert, les amis? Je vais commencer par toi, Daniel Cameron. Tajon Buchanan, on sait que c'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré l'année passée parce qu'il a joué en tant que piston droit, même si c'était un ailier. Cette année, on le voit beaucoup plus dans son vrai poste, sur l'aile, que ce soit avec l'équipe nationale canadienne U23, quand on en a parlé ici, et avec l'équipe nationale canadienne senior dernièrement. Il joue soit sur l'aile droite, soit sur l'aile gauche. Est-ce que tu penses que c'est sa versatilité qui a aidé ou est-ce que tu penses que c'est son talent? Parle-moi un peu de ce que tu penses de ce transfert-là vers le Club Bruges. Bien, je pense que c'est plusieurs facteurs qui sont entrés en compte, notamment ses performances dans les compétitions internationales. Par exemple, le tournoi qualificatif pour la Gold Cup, pour les Jeux olympiques, la Gold Cup. Il y a aussi eu les playoffs l'année passée. C'est sûr que sa polyvalence, ça a joué. Après ça, je me questionne, je ne veux pas vous mentir, je ne connais pas assez bien l'effectif du FC Bruges pour savoir pour quel poste on l'a recruté. Mais également, faut penser qu'il va rejoindre le club au milieu de saison. Donc, j'imagine qu'il veut peut-être lui laisser le temps de s'acclimater et tout. Puis la vraie saison, ça va plus être la saison 2022-2023. Mais c'est un bon, je veux dire, pour lui, ça peut être intéressant parce qu'il va peut-être justement pouvoir voir en Europe c'est quoi son meilleur poste. Parce que le problème avec les joueurs polyvalents, c'est que des fois, on n'arrive pas à décider quel poste ils sont. Puis au lieu que leur polyvalence devienne un atout, ça peut devenir un handicap. C'est qu'on ne sait plus où te placer. Donc, dans son cas, j'espère que quand il va arriver en Europe, on va lui assigner un poste clair et il va vraiment pouvoir s'améliorer dans cette position. Ouais, ben j'avoue que c'est sûr qu'il n'a pas de poste clair, comme tu l'as dit, mais je pense que pour un jeune joueur, il a, je pense, 22 ans, si je ne me trompe pas,
Pour un jeune joueur comme ça, ben, je pense qu'il va jouer là où on le met. Là. Même si on le met en défense centrale, il va être content, il va jouer, surtout jouer en Europe. Le Club Brugge, c'est une équipe qui est européenne, qui peut être quelque chose d'intéressant de jouer des compétitions européennes. Toi, Alex Rupert, est-ce que c'est le bon move pour un jeune joueur canadien? Il n'est pas en train d'aller dans un gros club, un peu comme on a vu certains joueurs de MLS qui vont dans un trop gros club. Ils se retrouvent dans un club qui le fait pas jouer, qui lui donne pas sa chance. On s'entend que Tajon Buchanan devrait quand même avoir sa chance du côté du Club Brugge. Oui, on espère un parcours similaire à notre attaquant vedette Jonathan David, qui avait commencé avec la Gantoise en Belgique. C'est un excellent transfert parce qu'il y avait des rumeurs qui commençaient à faire surface qu'il l'envoyait à Chelsea en première ligue. Puis ça, c'est un gros danger quand tu vas dans des clubs qui sont trop gros parce que, comme tu le dis, tu peux te perdre, puis le club va juste. Tu sais, tu as des clubs, tout ce qu'ils font, c'est accumuler les jeunes espoirs, puis ils les prêtent un peu partout, puis ils essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent te revendre, puis ça n'aurait pas nécessairement été un bon move pour Tajon Buchanan. Donc, je suis très heureux qu'il se retrouve à Club Bruges. Et je pense qu'ils vont lui donner toutes les chances de réussir. Puis, on voit quand même je pense que du côté de la Belgique, on commence à voir la valeur du foot canadien. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, j'espère que ça va être le début d'un gros mouvement. Mais je ne peux pas résister de lancer une flèche à nos chers amis du Toronto FC, parce que le monde doit savoir que Tajon Buchanan, à l'âge de 19 ans, jouait pour Sigma FC en Ligue 1 Ontario. Toronto FC aurait pu l'avoir pour presque rien. Alors, j'espère que ce club-là, puis ça, c'est un problème à travers le pays pour les 3 clubs MLS. Pourquoi vous ne regardez pas dans votre cours? Pourquoi est-ce qu'un jeune comme Tajon Buchanan doit s'exiler aux États-Unis, doit passer par un collège américain pour se faire repêcher en MLS pendant qu'il joue à une demi-heure de votre stade? Pourquoi? Puis combien qu'on a échappé des Buchanan qui ne pouvaient pas aller aux États-Unis ou qui ne pouvaient pas s'exiler en Europe? Donc, j'espère juste que ce genre d'histoire, ça va comme forcer les clubs MLS à regarder dans leur cours parce qu'il y a beaucoup de talent dans leur cours. Ouais, bon, écoute, je suis quand même d'accord avec toi là. On va en parler, je pense, assez souvent de Toronto FC dans ce podcast. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose pour le soccer canadien. On a encore une fois, on est en train de prouver qu'effectivement, il y a beaucoup de Canadiens avec du talent. On a parlé de Jonathan David. On n'a plus besoin de parler d'Alphonso Davies. On n'a plus besoin de parler de Scott Arfield, de Atiba Hutchinson, de Kyle Larin. Tous ces joueurs-là qui sont en train de très bien faire du côté de l'Europe. On espère en voir de plus en plus. Il y en a plein que j'oublie, bien évidemment, là, mais on espère en avoir beaucoup plus. Et bon, Milan Borjan, bon, je ne vais pas les nommer tous, là, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, un autre qui s'en va, reprêté à New England. Donc New England qui a quand même des aspirations de remporter le titre, la MLS Cup cette année. Premier qui est premier en MLS, mais ça, vous écouterez ça plus sur notre podcast Culture Soccer, le podcast où on parle plus souvent de MLS qu'autre chose. Donc voilà, première bonne nouvelle du côté du soccer canadien, enfin pour cet épisode-là, parce qu'à chaque épisode, on a de bonnes nouvelles pour le soccer canadien, ça a l'air, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Parlons un peu, une autre bonne nouvelle, le deuxième exploit, on va le dire un exploit, même si ce n'est pas à 100% un exploit, mais deuxième réalisation du côté du soccer canadien, la CONCACAF League. Forge FC continue sa route et affrontera le club dominicain ou panaméen, pardon, Independiente, pardon, Independiente, ouais, j'ai du mal, je suis nul en espagnol. On va juste parler un peu de ces matchs aller-retour. Premièrement, est-ce que pour vous, il n'y a pas de surprise là? On a battu le club salvadorien FAS. Est-ce que pour vous, vous étiez surpris de ce résultat? Est-ce que c'est un exploit ou est-ce que c'est genre la logique des choses? Je te laisse commencer, Daniel Cameron. Est-ce que c'est la logique des choses pour Forge FC de battre cette équipe salvadorienne? Avec ce que j'ai vu l'année passée des clubs, d'un club salvadorien, je pense que c'est la logique des choses. Forge s'est renforcé.
Offensivement, parce que le problème en CONCACAF League, c'était de ne pas être assez tranchant offensivement puis de compter sur des pénaltys. Oh, je l'ai dit à haute voix, pardon. Euh, donc, à ce niveau-là, je suis bien satisfait, en fait. Là, je trouve que Ford joue au niveau qu'il devrait être. Il faut dire aussi que physiquement, le club est comme, tu sais, après le tournoi kick-off et tout, le club peut maintenant tourner à plein régime, puis ils ont quand même l'effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. Ils n'ont pas fait le premier tour de la Voyageurs Cup, là. Je ne m'habituerai jamais au nom officiel. Donc, à ce niveau-là, je pense que Forge, c'est logique qu'ils aient gagné ces clubs-là. Après, ils n'ont pas eu facile là, dans les circonstances qu'on connaît avec une panne d'électricité qui a duré plus longtemps que prévu, un but en début de match sur, disons, très, très, très bon placement du meilleur ami d'Alex. Donc, je suis content malgré tout. Puis de toute façon, là, on va se dire, on ne peut pas faire un sans faute. Là. Le club fait des erreurs, mais au final, passe au prochain tour, puis that's it, that's all. Alex Euh, Rupert, est-ce que tu ajoutes quelque chose par rapport à ce constat, donc victoire logique de la part de Forge FC? Ben, je vais ajouter du contexte. Euh, L'équipe CDFAS ou FAS n'était pas autorisée à jouer au Canada. Donc, on avait le fait cocasse que les deux matchs étaient au Salvador et leur match à domicile était au Salvador. Donc, ça s'ajoute un niveau de difficulté. Puis, tu sais, si tu regardes l'histoire de la Ligue des champions CONCACAF, ça a toujours été difficile pour les clubs nord-américains de gagner en Amérique centrale. Pour que Forge soit capable de faire ça deux fois de suite, ben, je veux dire, le premier match, ils ont gagné le premier match, mais le deuxième match, c'était un match nul 2-2. Pour moi, c'est un exploit. Parce que, règle de base, que ce soit club ou pays, gagner en Amérique centrale, c'est difficile. Puis pour qu'un club CanPL à sa troisième année d'existence soit capable de le faire, et tu voyais que le club jouait au niveau, puis puis surtout le premier match qu'ils ont gagné, j'ai trouvé Forge supérieur avec le trio offensif de Mo Babouli, David Choignard et Tristan Borges qui se réveille. C'est le vieux Tristan Borges qu'on s'attendait. Il est de retour. Je ne sais pas si c'est juste pour la CONCACAF League ou si c'est pour la saison. En tout cas, en saison, il ne l'a pas vraiment montré. Ils ont très bien joué. La seule chose qui m'inquiète avec eux autres, c'est le jeu défensif qui est pas très, qui manque un peu de rigidité, je veux dire, qui manque un peu de discipline, qui manque de structure. Il y a eu beaucoup de laps défensifs. Je pense qu'on a donné des buts qui étaient facilement évitables. Et moi, dans ma tête, ça me confirme que la CPL, dans ma tête, si on prend toutes les ligues en CONCACAF, moi, je mettrais la CPL à égalité au cinquième rang avec le Panama. Parce que je pense que le prochain, ben, on va en parler, leur affrontement contre Independiente. Je pense que c'est là qu'on va voir où est-ce que la CPL se situe face au Panama. On a battu le légendaire Taureau l'année dernière. Est-ce qu'on peut répéter? Ça va être la grosse question. Euh, mais j'ajouterais ça dans l'exploit. On est capable d'aller chercher deux résultats en Amérique centrale. Pour moi, c'est quelque chose de très solide et de quoi en être fier. J'aimerais savoir si parmi nos lecteurs ou nos auditeurs, si jamais il y en a quelqu'un qui connaît un match aller-retour joué exactement au domicile d'une des deux équipes, et le match aller et le match retour. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Il n'y a même pas eu il n'y a même pas eu de terrain neutre. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. C'est pas normal que les deux matchs, le match aller et le match retour, se jouent dans le même stade au Salvador. Gros avantage pour le Salvador, je trouve. Et même là, malgré tout, comme l'a mentionné Alex Rupert, Forge FC a pu battre cette équipe chez elle deux fois. Donc, vraiment, comme tu l'as dit, c'est quand même un gros exploit. Il ne faut pas minimiser ça. J'aimerais parler de deux joueurs dont tu as parlé, Alex Rupert. C'est comme si tu me volais un peu mes sujets. Le premier sujet, tu as parlé de Tristan Borges, ou Borges, pardon. Borges, sur les matchs de CONCACAF League, un but, deux passes décisives en deux matchs contre FAS.
il commence à prendre sa place, il commence à retrouver ses sensations. Est-ce que pour toi, Daniel Cameron, le fait de retrouver la compétition continentale, est-ce que pour toi, c'est ce qui manquait à Tristan Borge pour reprendre un peu du poil de la bête? Ben, si je voulais faire de la psychanalyse, de la psychologie de comptoir, je dirais que le fait de retourner en CanPL, dans d'autres circonstances, peut-être ça l'a bloqué psychologiquement. Puis je crois qu'il avait même raté un pénalty. Il s'était fait arrêter un péno, si je me rappelle bien, il y a quelques semaines. Mais là, actuellement, peut-être que c'est le fait de jouer dans une autre compétition, dans un autre pays, contre un adversaire qui n'a jamais joué. Peut-être ça l'a comme Galvanisé, genre? reset, si on veut. Ouais, ouais, galvanisé, oui, ça l'a motivé davantage. Puis ça peut-être aussi comme peser sur le bouton reset. Moi, j'avais un feeling, une impression que quand j'ai vu son but contre FAS, je savais que comme peut-être c'est le moment, l'élément déclencheur. Puis d'ailleurs, ce match-là, après, par la suite, donc j'ai l'impression que ça pourrait changer beaucoup de choses dans la suite de la saison en CanPL. Puis peut-être qu'on a retrouvé le bon vieux Borge de 2019. Ouais, c'est sûr, Alex Rupert, je te permets de rebondir sur ce sujet, mais moi j'ai une autre question pour toi aussi, donc tu pourras répondre aux deux là. Est-ce que tu as parlé un peu de la fébrilité, en fait la faiblesse de la défense de Forge FC? Est-ce que le retour de Daniel Crutzen, qui vient de revenir de blessure dernièrement, est-ce que ça ajoute un élément supplémentaire à Forge FC d'avoir le Belge de retour dans l'alignement et de retour de blessure? Est-ce que ça ajoute quand même une sorte de solidité dans cette défense-là, sachant que c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue l'année passée? Parle-moi un peu du retour de Daniel Crutzen, puis si tu veux ajouter quelque chose sur Borge. Ben, son retour va être crucial pour stabiliser la défense, qui a dû faire sans lui. Et je pense que Dejan Jakovic est encore blessé, mais depuis le début de la saison, il n'a pas manqué, il n'a pas montré grand-chose. La défensive n'a pas été mauvaise parce que Kwame Aoua, du côté gauche, a été excellent. Jonathan Grant m'a vraiment surpris. Il Je est pense, fort, Jonathan Grant. Je ouais, pense qu'il est sous-évalué, ce gars-là. Là. absolument. Tellement puissant. Physiquement, il est puissant, capable de jouer sur l'aile comme jouer en défense centrale, mais je le préfère en tant que latéral, moi. Sincèrement, là, je l'aime en tant que latéral. Je trouve puissant, ce gars-là. Absolument. Puis je pense que Dominique Samuel, je le vois plus comme latéral que défenseur central. Fait Aussi. au moins avoir Crutzen, ça va aider beaucoup. Puis tu sais, contre un club comme contre Independiente de la Correra, qui est leur nom complet, ben, nos auditeurs devraient se rappeler que c'est le même club qui a servi toute une correction au Toronto FC en Ligue des Champions en Ah, nos amis, le 2019. Toronto FC, nos amis, ouais. C'était pas Taureau qui avait donné Non, une correction? Non, Ah, non, c'était c'est Independiente. Independiente de la Carrera avec Omar Brown qui avait ouais. marqué un super but avant de signer du côté de Feu Montréal Impact, puis finalement l'Impact de Montréal, et puis finalement ça n'a pas trop marché. Puis Qui là, Puis à joue. Omar Forge. Brown, il joue à Forge. Est-ce qu'il joue? Parce qu'il me semble qu'il est Non, porté disparu, là. c'est des Ouais, il problèmes de joue pas. visa. Problèmes de Ah, visa encore. Mais, ouais, tu sais, juste pour faire le topo à quel point la correction était sévère, 4-0 à BMO Field. ouais. Puis le match retour, c'était 1-1 au Panama. Donc, si Forge peut vaincre Independiente, si tu regardes un peu l'allure du tournoi, Independiente, ça devrait être le club le plus difficile qu'ils vont affronter comme obstacle pour se rendre à la Ligue des Champions. Donc ça va être un gros test. Euh, mais ouais, Krutzen, essentiel pour arrêter un club comme ça. Donc, si Forge peut retrouver la structure défensive et sa discipline et son expertise défensive avec un excellent milieu de terrain et les avants qui font leur travail, c'est ce que tu auras besoin pour passer au prochain tour. Krutzen qui retourne, c'est une excellente nouvelle. Daniel Cameron, tu as même avis sur Daniel Crutzen? Ben, Daniel Cruzen, je veux dire, il est impérial en 2020. C'est sûr que c'est bien pour le club qu'il soit revenu, mais en même temps, j'aurais aimé qu'il signe en Europe, mais je pense que ce sera que partie remise. Lui, il est européen, là, donc c'est pas un problème pour lui. Mais comment dire, cette année, je pense que Forge avait vraiment besoin de lui. Et entre-temps, la défensive, comme a dit Alex, la défensive de Forge, sans notre ami David Edgar, c'est pas nécessairement la même chose aussi.
Mais j'ai quand même confiance en l'équipe pour les prochains matchs. Independiente, honnêtement, je ne le connais pas. Là, je sais pas. Mais avec le Panaméen, on a vu l'année passée, comme a dit Alex tout à l'heure, avec Toro FC, ça a été possible de faire un bon résultat. Donc, j'ai espoir que Forge va. Cette année, je pense que c'est l'année de Forge en CONCACAF League avant que le tournoi va être diffusé. Va être pas diffusé, dissous. D'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose qu'on parlait du niveau Grande de la. différence entre diffusé et dissous, mais oui, on a Effectivement. compris un peu ton point. Donc, dernière, oui, pour ceux qui ne le savent pas, nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est la dernière édition de la CONCACAF League, qui est l'équivalent de la Ligue Europa en Europe. La CONCACAF League n'existera plus. Il y aura une plus grande Ligue des Champions avec beaucoup plus d'équipes à partir de 2022. Donc voilà, dernière édition cette année. Puis ce serait cool que Forge FC parvienne à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine à partir de la CONCACAF League, ou bien, encore mieux, que Forge FC remporte la CONCACAF League. On Ouais. n'est pas passé très, très loin l'année passée, même si, oui, ça a été éliminé par Arcae. Je pense que ça aurait été possible d'aller très, très loin. Alex Rupert, tu veux parler de ça de nouveau? Vous êtes sûr, c'est la dernière parce que je pense que la nouvelle Ligue des Champions, c'est 2023-2024. Fait que l'année prochaine serait la dernière. Je, bah, Non, la nouvelle Ligue des Champions, c'est 2023-2024. Donc, la dernière CONCACAF League serait de 2022 pour une qualification en 2023 parce qu'ils changent le tournoi par zone. Donc, il va y avoir la zone nord-américaine, la zone Amérique centrale et la zone des Caraïbes. Ça, c'est en 2023-2024. Mais c'est vrai que ça achève. Je ne sais pas si Forge va être capable de gagner le tournoi cette année parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour battre les équipes du Costa Rica ou du Honduras. Mais pour ce qui est de mériter une qualification en Ligue des Champions, c'est possible. Moi, je pense que si on ouais, bat ben, Independiente, on pourrait aller en Ligue des Champions. ouais, je veux juste confirmer en fait ce que Alex Rupert a dit. C'est en effet le cas. On s'est trompé, je pense, d'un an. Moi et Daniel Cameron, c'est l'avant-dernière édition de la CONCACAF League. Donc, la Eh dernière bien, édition, c'est en 2022. Donc, il y aura encore une édition de la CONCACAF League. Mais bon, nos commentaires restent les mêmes. On aimerait bien voir Forge FC ouais. remporter cette compétition et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions dès maintenant, au lieu d'attendre la réforme qui qualifiera le champion de la Canadian Premier League directement à partir de 2023-2024, comme l'a dit Alex Rupert un peu plus tôt. Donc, bon, petite erreur, on a perdu l'habitude, mais bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, Passe. je veux juste dire, pardon, quand tout à l'heure, désolé les gars, là, quand Alex avait parlé du niveau de la CANPL avec les ligues d'Amérique centrale, ça m'a rappelé que pour l'instant, notre seul baromètre, c'est Forge. Ouais, on a aucune autre équipe que Forge qui a gagné la Canadian Premier League. Forge a Mhm. gagné les deux seules éditions de la Canadian Premier League. Donc, Ouais, Et mais la première année, c'était un peu, en tout cas, on ne fera pas de commentaires là-dessus. Ouais, mais je pense qu'on avait déjà eu cette conversation-là hors onde. Est-ce que Cavalerie aurait perdu contre Arcaël? J'en doute énormément. Est-ce que Pacifique de cette année ferait aussi pire que Forge cette année? Pas convaincu. avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Donc voilà, Ouais. on va clôturer ça là, parce que sinon, voilà, ce serait un autre débat. Mais en tout cas, c'est vrai, je souligne ce que Daniel Cameron a dit. Jusqu'à présent, la seule équipe qui nous a représenté la Canadian Premier League en compétition continentale, ce n'est que Forge FC. Et c'est l'équipe qui allait quand même qui s'est améliorée d'une année à une autre en CONCACAF League. On espère qu'elle passera encore une étape supplémentaire cette année. Sur son chemin, beaucoup de très, 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 très bonnes équipes. Il faut faire attention parce qu'après Independiente du Panama, dont on a parlé très, très longuement, on pourrait avoir un club costaricien avec Santos de Guapiles ou bien un autre club du Panama avec Plaza Amador. Ou sinon, après coup, on pourrait se retrouver face à l'excellent marathon
du Honduras. On pourrait se retrouver face au Real Estelí du Nicaragua, qui n'est pas une petite équipe. L'Universitario du Panama aussi, qui n'est pas une petite équipe. Ou bien le Motagua, aussi un autre club du Honduras, qui n'est pas une petite équipe aussi. Donc, bref, il y a vraiment beaucoup de très bonnes équipes dans cette compétition. Et en finale, on pourrait même se retrouver contre Saprissa, Alajuelense, Olympia, les plus grands clubs de cette compétition, ou Alianza, les plus grands clubs de cette compétition. Depuis le début de l'histoire de cette compétition, les voilà, ils sont tous là de l'autre côté de ce tirage au sort. Donc, bref, assez compliqué cette compétition-là, mais je pense que Forge a les capacités pour aller loin. Peut-être pas le remporter, ça va être difficile de remporter, mais au moins se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour ça, il faut atteindre au minimum les quarts de finale et faire partie des deux meilleurs perdants des quarts de finale pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, voilà, ce sera ça l'objectif principal de Forge FC. On passe au prochain sujet. On parle des compétitions continentales. C'est important de parler des compétitions continentales, mais on va passer aux compétitions nationales. 2 compétitions féminines de la CONCACAF ont été inaugurées. Très intéressant. En premier, la W Championship, donc le championnat W, donc W pour Women, le championnat des femmes. Et la deuxième, qui est la Gold Cup féminine, dont la première édition sera en 2024. La W Championship, la première édition sera en 2022. Donc, ça arrive, c'est l'année prochaine. Pour être plus précis, du 9 au 24 juillet, on aura la première W Championship. Le but de la W Championship, c'est très simple. Ça va servir de qualification pour la Coupe du Monde 2023, ainsi que de la qualification pour la Gold Cup 2024. Comment se passera la W Championship? 2 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Les 2 troisièmes se qualifient pour des playoffs interconfédération pour voir s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Le gagnant de cette compétition, donc du W Championship, se qualifiera directement pour les Jeux olympiques, alors que les 2 autres demi-finalistes vont jouer un match aller-retour l'un contre l'autre. Le gagnant de ce match aller-retour sera la 2e équipe qualifiée pour les Jeux olympiques. En d'autres termes, parlez-moi un peu de cette W Championship, votre avis sur cette W Championship. Est-ce que pour vous, vous êtes du même avis que moi? Est-ce que ça corse un peu les chances de qualification, plus spécifiquement du Canada, pour ces grandes compétitions, que ce soit pour la Gold Cup, mais surtout pour les Jeux olympiques? Parce que pour se qualifier directement pour les Jeux olympiques, il faudra battre les États-Unis. Vous en pensez quoi, Alex Rupert? Tu penses quoi de cette nouvelle compétition, la W Championship? Tu sais, comme il y a 2 groupes, je m'attends quand même à ce que les États-Unis et le Canada ne soient pas dans le même groupe. Fait que moi, je m'attends quand même à une qualification relativement facile. Je m'attends quand même à une qualification relativement facile pour la Coupe du Monde. C'est plus les JO le problème. Oui. Cette compétition-là, ça a aussi été organisé dans le but d'augmenter le nombre de matchs pour le reste de la région. Parce qu'on avait le même problème chez les hommes où est-ce que c'était toujours les mêmes équipes qui jouaient beaucoup de matchs. Fait que ça leur donnait un avantage certain. Tu parles de chimie, tu parles de jouer contre des pays les plus compétitifs. Puis le reste de la région, mais ils jouaient seulement une fois par-ci, par-là. Alors que je pense que cette compétition-là va donner la chance à plus de pays de jouer plus de matchs. Mais personnellement, je pense que ça ne change pas grand-chose pour le Canada. Je m'attends business as usual qu'ils aillent qu'ils se qualifient, tout simplement. Ouais, mais là, on est en train de parler. En premier, il va falloir que le Canada aille jusqu'en finale, ce qui devrait être quand même simple si jamais ils ne se retrouvent pas dans le même groupe. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pour se qualifier pour les Jeux olympiques, non seulement il faudra atteindre la finale, mais en plus, il faudra battre en aller-retour le 2e demi-finaliste. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une étape de plus pour se qualifier aux Jeux olympiques, tandis qu'avant,
c'était les deux finalistes des qualifications de la CONCACAF qui se qualifiaient directement pour les Jeux olympiques. La finale ne servait pas à grand-chose. Là, on a comme l'impression que le W Championship, en premier, donne une certaine valeur aux gagnants du W Championship, ce qui est quand même bien. Mais en plus, il y a une autre valeur après, c'est qu'il y a 2 matchs supplémentaires pour te qualifier aux Jeux olympiques. Je pense que c'est une bonne chose pour le reste de la région, un peu moins bon pour le Canada qui a toujours eu l'habitude d'être deuxième dans cette région-là. J'ai comme l'impression que l'écart entre les autres équipes de la région et l'équipe nationale canadienne va se rétrécir, à part si le Canada arrive à dépasser les États-Unis, mais je pense qu'on est très, très loin d'atteindre ce niveau. T'en penses quoi, toi, Daniel Cameron? De mon côté, je pense que c'est important d'avoir beaucoup de matchs, autant pour l'équipe canadienne que pour la CONCACAF en général. Parce qu'on s'entend que si le Canada, l'équipe nationale féminine joue contre des mauvais adversaires en CONCACAF, ben, quand il va y avoir les compétitions internationales, ben, il sera plus difficile d'avoir une équipe compétitive. C'est sûr qu'il y a des histoires comme le Tournoi de France, puis Chiberix Cup et tout pour jouer contre des équipes d'autres continents, puis jouer contre des adversaires intéressants, on va dire ça comme ça. N'empêche que là, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y aura... On s'approche de plus en plus d'un modèle de ce qui est fait du côté masculin, puis je trouve que c'est une équité qui était nécessaire. Là, là il y a Ligue A, B, C pour les qualifs pour la Gold Cup. Il y a le tournoi W Championship. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont faites en sorte pour que les équipes qui veulent avoir une équipe féminine, ben, vous allez pouvoir faire progresser votre programme et pas juste attendre les échéances de Gold Cup, pardon, de Coupe du Monde et de qualif pour les JO. Il y aura d'autres choses entre-temps. Fait que soyez prêts, puis inévitablement, ben, les autres équipes de la CONCACAF vont devoir investir des ressources financières, matérielles et humaines dans ces programmes-là. Puis ça peut être que bénéfique pour l'équipe canadienne tant qu'il y a une volonté de chercher à s'améliorer. Puis ça, on en avait parlé déjà avec Nikki il y a quelques semaines qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers en raison de la médaille d'or au dernier JO. Non, effectivement, il ne faudra pas, comme tu l'as dit, se reposer sur nos lauriers, ça c'est sûr. Mais là où ça score, c'est la deuxième compétition. C'est la CONCACAF W Gold Cup, donc la Gold Cup féminine. C'est compliqué, hein? C'est compliqué la qualification pour la Gold Cup. La première édition, comme on l'a dit, c'est en 2024, donc c'est quand même dans 3 ans. Le processus de qualification est quand même très, très, très compliqué. Très sincèrement, j'ai dû lire 2-3 articles pour finalement comprendre comment ça marche, moi personnellement. Donc, qui se qualifie pour la CONCACAF Gold Cup? Le premier, c'est le champion de la CONCACAF W Championship. Donc, non seulement il s'est qualifié pour les JO, mais aussi il se qualifie pour la Gold Cup. On a aussi le champion de la CONCACAF Olympic Play-In, donc celui qui s'est qualifié aussi pour les Jeux olympiques aussi se qualifie. On a aussi les 3 gagnants de groupes. Il va y avoir 3 groupes. C'est un peu compliqué, mais il va y avoir une sorte de Nations League à l'intérieur de ces qualifications-là. Il va y avoir 3 groupes de 3 équipes. Le gagnant de chacun de ces groupes se qualifiera aussi pour la CONCACAF Gold Cup. Il va aussi y avoir une sorte, pour les deuxièmes, il va y avoir une sorte de qualification entre les trois deuxièmes de ces 3 groupes-là. Le gagnant de ce petite compétition-là va aussi se qualifier pour la Gold Cup. Et quelque chose de très intéressant, 4 nations invitées seront invitées à la Gold Cup W pour la compétition 2024 et dans le futur, je suppose aussi. Donc, premièrement, on est en train de dire que oui, il va y avoir une bataille entre les équipes nationales de la région, mais en plus, ils vont essayer de hausser le niveau
en ramenant des équipes d'autres confédérations. Donc, on pourrait voir les Pays-Bas, une des meilleures équipes en Europe et au monde présentement. On pourrait voir la Suède, on l'a vu combien ils étaient importants face au Canada. On pourrait avoir la France, on pourrait avoir une équipe africaine, on pourrait avoir l'Australie qui est excellente du côté de l'Océanie. On peut avoir des Chinoises qui sont toujours intéressantes, les Japonaises qui sont toujours intéressantes, qui sont même très intéressantes d'habitude. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant et remonter encore plus le niveau de la région du côté des équipes nationales féminines. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou vous trouvez qu'on est un peu trop en train de jouer avec une compétition qui est supposée être continentale? T'en penses quoi, Daniel Cameron? Ben, j'ai jamais aimé les invitations dans les compétitions continentales, pour être Justement, honnête. c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi en premier. Mais là, on est dans un contexte, on espère, de transition. Donc, j'ose espérer que ce sera le temps comme du côté masculin, là, le temps qu'il y ait assez d'équipes de calibre pour disputer ce genre de compétition-là. Puis qu'éventuellement, j'aime mieux dans un sens les inviter à la Gold Cup que de faire des Shibboleths Cup, puis tournois de France, puis tournois Ah oui, de je suis d'accord. Laval, puis fait que c'est ça, là, Déjà, rendu ça va là. coûter moins cher, hein? Donc aussi simple que ça. Donc les déplacements seront moins chers. Puis calés dans des tournois obscurs, la Algarve Cup et des trucs comme ça. Là. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais toi, Alex Rupert, est-que tu aimes ça, ce nouveau format-là? C'est compliqué, mais c'est quand même intéressant, non? Premièrement, il faut que je le dise, quel revirement de situation où est-ce que la Gold Cup masculine, pas mal la planète la prend pas vraiment au sérieux, pendant que celle féminine serait facilement la deuxième plus prestigieuse après ce que l'Europe fait. Fait que c'est intelligent de la part de la CONCACAF d'inviter parce que faut être honnête, à part les États-Unis, le Canada, peut-être le Mexique et le Costa Rica qui s'améliore, est-ce qu'on veut vraiment voir le Canada et les États-Unis pulvériser le reste de la région match après match? Je pense que c'est une bonne idée d'inviter 4 bonnes équipes au moins le temps que la région remonte à niveau. Et oui, la qualification est compliquée, mais la formule Ligue des Nations, c'est une bonne idée parce que ce que ça fait, c'est que ça multiplie le nombre de matchs que les pays doivent jouer. Puis, tu ne fais pas perdre le temps à des équipes plus fortes d'aller dans des pays où est-ce qu'ils pourraient gagner 20-0. Fait qu'au moins, tu regroupes le monde avec de forces similaires. Et l'autre point que j'aimerais apporter aussi, c'est qu'avec la multiplication, tu sais, c'est énormément de matchs qui va jouer. Donc, moi, j'espère que ça va mettre de la pression sur Soccer Canada pour que finalement, compétition de club chez les femmes, faites quelque chose. Parce que Victor Montagliani l'avait dit à One Soccer, il disait, puis je pense que lui, il n'était pas vraiment il n'a pas l'air d'être friand de l'idée de la NWSL au Canada. Lui, il disait, regardez, vous avez la Ligue 1 Ontario puis la Ligue du Québec. Puis il a dit, si tu prends la Ligue 1 Ontario chez les femmes, ben c'est aussi fort que bien des ligues à travers le monde en ce moment déjà. On a déjà une base, on peut juste construire par-dessus. Puis j'espère que ça va pousser Soccer Canada à vraiment structurer la compétition de club chez les femmes. Parce que quand tu joues énormément de matchs comme ça, ce qui va arriver, mais tu as besoin d'agrandir ton bassin puis de créer une vraie profondeur. Donc, moi, je prends ça comme une bonne nouvelle, puis peut-être un effet domino qui va pousser notre confédération, je veux dire, Soccer Canada à faire quelque chose pour la compétition de club chez les femmes. Ouais, j'aime beaucoup ton point, en fait, Alex Rupert, et c'est effectivement, on va vraiment avoir besoin d'un bassin parce que on a du mal, en tout cas avant l'époque de Beth Priestman, quand on avait un groupe de 22 joueuses à faire, on savait exactement quelles étales les 22 joueuses qui allaient être choisies. Maintenant, avec Beth Priestman, elle a vraiment brassé des cartes. Elle est partie chercher des joueuses qui n'ont pas été sélectionnées dans les 22 pour les Jeux Olympiques. On peut penser à des filles comme Chloé Lacasse, par exemple, ou les petites jeunes. Comment elle s'appelle? Olivia White, je pense qu'elle s'appelle, la petite jeune. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom de famille, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Stratigakis, qui avait été quand même assez intéressante lors de la She Believes Cup. Donc, il y a des joueuses qui sont là
là et qui peuvent aussi faire partie de ce bassin-là dont tu parles et qui vont avoir la chance de se montrer, en fait, à cause du nombre de compétitions qu'il y a et à cause du fait que tu as des qualifications, puis tu ne peux pas toujours appeler les mêmes joueuses et tu ne peux plus aussi te concentrer sur des joueuses de 35, 36, 37, 38 ans, de venir à tous les rassemblements de l'équipe nationale. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense, pour ces jeunes joueuses-là ou ces autres joueuses-là de se montrer, de se faire valoir en équipe nationale lors des rassemblements de l'équipe nationale. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai nommé certaines joueuses. On aurait pu parler de Bianca Saint-Georges, qui n'a pas été choisie non plus, de Jade Rose, la jeune défenseuse centrale de 18 ans qui aurait pu être là. On peut parler de Samantha Chang, qui a fait partie à un moment donné aussi des sélections. Victoria Pickett. Il y en a beaucoup. Elle s'appelle Olivia Smith, pas Olivia White, excuse-moi, celle qui a 17 ans. Là. J'ai eu un petit problème dans ma tête. Là. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Je trouve aussi... Je trouve que ça ouvre d'autres horizons pour le soccer féminin. Et aussi, une autre chose que tu as mentionné, Alex Rupert, et je trouve très intéressant, après la Coupe d'Europe, il n'y a pas d'autres compétitions aussi importantes. Il n'y en a pas du côté féminin. Tu as la Coupe du Monde, tu as les Jeux Olympiques, tu as la Coupe d'Europe, and that's it. Donc là, on commence à mettre la CONCACAF sur la map, en bon québécois. On commence à mettre la CONCACAF sur la map en disant... Nous, on prend le taureau par les cornes et on vous montre qu'on a un produit qui est intéressant. On va vous faire jouer, on va donner de la visibilité au soccer féminin. Donc, très, très bonne nouvelle de la part de la CONCACAF qui commence à faire des choses pas mal, bizarrement. Donc, voilà. Mais tu as mentionné un nom d'Alex Rupert parce que je pense que c'est important ce nom-là que tu as mentionné parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, surtout du côté du Québec où notre ami et confrère Olivier Brett s'est indigné de ses propos. Tu as parlé de Victor Montigliani, les propos qu'il a mentionnés sur les ondes de One Soccer, où il a parlé il a parlé des médias traditionnels, comme quoi les médias traditionnels ne sont pas en train de montrer leur support envers les équipes nationales canadiennes. Il a dit qu'il a fallu qu'il y ait un média étranger qui vienne pour mettre de l'argent sur l'équipe nationale canadienne. Il a fallu qu'il y ait un Mediasport, Mediapro, qui soit venu de l'étranger. On sait que c'est un groupe espagnol qui est venu et qui a pris les droits de l'équipe nationale, des équipes nationales canadiennes et mis de l'argent là-dessus. Aucun grand média canadien n'a voulu mettre de l'argent là-dessus ou n'est arrivé proche de la proposition de Mediapro. Donc, et il y a eu une réponse virulente de la part d'Olivier Brett qui a dit ce serait peut-être Victor Montigliani devrait plus jouer un rôle de rassembleur au lieu de diviser un peu les fans de l'équipe nationale avec les médias traditionnels. C'était assez drôle un peu ce genre de jeu de coq entre le président de la CONCACAF ou celui qui mène la CONCACAF, Victor Montigliani, et un des analystes et des chroniqueurs foot les plus reconnus au Québec, même si peut-être possiblement l'analyste le plus reconnu au Québec de soccer. C'est intéressant cette bataille-là. Vous avez pensé quoi de tout ça? J'aimerais avoir votre avis sur ce qu'a dit Victor Montigliani et aussi la réponse d'Olivier Brett sur les réseaux sociaux. Je te laisse commencer, Alex Rupert. Victor Montigliani, c'est difficile de ne pas lui donner raison de sa frustration parce que lui aussi, il faisait la transition entre le foot féminin, puis quand il parlait de ligue féminine au Canada, puis les médias, puis qu'est-ce que ça prenait pour qu'une ligue fonctionne. Puis lui, il a dit, pour qu'une ligue fonctionne, ça prend deux choses. Tu as besoin d'investisseurs dans la ligue, puis tu as besoin des médias. Tu as besoin de la visibilité que les médias te donnent, puis tu as besoin d'investissement. On le voit avec la CanPL, les investisseurs sont au rendez-vous. Mais, si les médias ne sont pas là pour montrer ton produit, mais tu as un problème. Puis, tu le vois avec la CanPL. Puis, je vais un peu nuancer mes propos là-dessus parce que je pense que je l'avais déjà dit. Mon problème, ce n'est pas autant que ces médias pros qui ont tous les droits sur les équipes nationales puis la CanPL. Parce que, ça se défend. C'est une décision d'affaires. Puis si tu trouves que dans ta décision d'affaires, ça fait plus de sens de
Tu sais, quand tu fais une offre d'achat pour les droits, que tu es prêt à payer un certain montant, mais quelqu'un d'autre est prêt à payer plus que toi. Mais c'est une décision d'affaires et ça, c'est correct. Ce qui a vraiment irrité beaucoup de monde, c'est que, puis je pense que tu le vois du côté de Victor Montagliani, c'est, tu sais, Mediapro, eux, ils sont prêts à revendre des matchs. C'est pas comme si Mediapro, ils diffusent les équipes nationales puis ils veulent tout garder pour elles. Je pense que Mediapro, tu sais, c'est un peu leur modèle d'affaires de revendre les droits, puis ils sont prêts à faire affaire avec les médias traditionnels, puis les médias traditionnels disent non. Puis Victor Montagliani, une partie de sa frustration, c'est parce que quand il était président de Soccer Canada, il l'a dit, c'est nous qui devions payer les médias traditionnels pour montrer nos équipes nationales à la télé. C'est un non-sens total. Total, ça fait aucun sens. Fait que là, le monde doit comprendre que c'est pas normal, que si c'est Mediapro qui est prêt à payer pour le produit, mais si tu veux vraiment suivre ton équipe, tu as accès à Mediapro. Parce que oui, tu sais, tu dis, ben, je les veux à la télé, médias traditionnels, ainsi de suite, mais tu payes un surplus pour TSN, tu payes un surplus pour RDS, tu payes aussi un surplus pour euh, TVA Sport et toutes ces choses-là. Donc, tu sais, si tu veux supporter ton équipe nationale, ben, abonne-toi à One Soccer. Puis, je comprends le point de vue d'Olivier Brett qui dit, ouais, mais tu sais, le produit n'était pas vraiment bon, puis tu sais, il n'y avait pas vraiment d'incitatif pour montrer l'équipe nationale. C'est-tu vraiment une excuse? Tu sais, premièrement, tu sais, dans le temps, c'est Soccer Canada qui devait payer les médias traditionnels pour aller à la télé. Puis quand tu regardes les médias traditionnels, il y a des soirs, je vois du billard, je vois des jeux de fléchettes, je vois, je sais pas, moi, du skateboard. Je vois des affaires qui n'ont pas rapport. Puis tu as ton équipe nationale qui joue, tu as Forge FC qui joue en CONCACAF League, puis ils vont enterrer ça. Ils ne veulent pas le montrer. Pourquoi? Je ne veux pas rentrer dans Conspiracy Theory, la théorie du complot, mais je trouve ça aberrant. Puis, tu sais, sur les médias sociaux, tu sais, le monde parlait des deux bords, puis moi, je disais, ben, je comprends que Mediapro était prêt à donner plus d'argent pour tous les droits. C'est correct, c'est une décision d'affaires. Mais c'est quoi la justification que vous n'êtes même pas capable de montrer les résultats, les scores à la télé? Tu sais, tu regardes Sport 30, je pense que ça s'appelle Sport 30, au du temps que j'habitais au Québec. Puis, tu sais, tu voyais les résultats de toutes les ligues. Fait que tu peux voir les résultats de la Ligue italienne, l'espagnole, allemande, mais on a une Ligue canadienne, puis ils refusent de montrer les résultats. Puis je me rappelle les premiers buts spectaculaires de la CPL, mais c'est ESPN qui les montrait. Tu sais, moi, je pense que c'est ça qu'on parle. Que tu ne veux pas acheter les droits ou que tu ne veux pas payer plus qu'un certain montant pour les droits, ça, c'est ta décision d'affaires et tu as le droit. Mais que tu ne fasses pas ta part pour montrer les résultats, montrer les faits saillants, ou genre faire des articles ou des petits topos, ou si tu as acquis les droits de la CONCACAF League, mais t'enterres pas les matchs de la CONCACAF League, tu le montres. Puis je pense que c'est là que je pense que les médias doivent mieux faire. Puis Paul Byrne, il avait dit, c'est pas que les médias traditionnels n'avaient pas offert de l'argent pour la CPL, c'est juste que Mediapro a juste offert beaucoup plus. Plus, bien plus, effectivement. C'est très bien dit, Alex Rupert. Est-ce que tu rejoins Alex, Daniel Cameron? Ben, je veux dire, actuellement, moi, j'avais entendu une information, mais je me suis dit si c'était vrai ou pas, qu'aucun média traditionnel canadien avait fait de soumission pour les droits. Peut-être qu'on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Non, Paul Byrne, il l'avait dit lui-même que c'était faux, que les médias traditionnels avaient offert de l'argent pour... parce que ce qui est arrivé, c'est que Soccer Canada, ils ont vendu les droits des équipes nationaux à Canadian Soccer Business, la compagnie CSB, ouais. CSB, que la compagnie que la CPL a créée. Puis cette compagnie-là a acheté les droits de Soccer Canada. Ils ont combiné les droits de la CPL avec le soccer, puis ont soumis ça en soumission et c'est Mediapro qui a tout acheté. Fait que dans le fond, c'est une bonne stratégie parce que au lieu de vendre ça à la carte, mais si tu combines tout, tu fais monter la valeur en général du produit. Donc, Paul Byrne il avait dit sur Twitter que non, les médias traditionnels avaient bel et bien soumissionné, mais c'est juste que Mediapro ils sont arrivés puis ils ont offert beaucoup plus. Ils ont offert
ils ont offert de l'argent que la Ligue aurait été fou de refuser. Bien sûr. Tu vois, merci pour la nuance. Euh, Honnêtement, j'ai trouvé que c'était comme un cri du cœur, mais est-ce que Olivier, tu sais, le commentaire d'Olivier Brett, est-ce que c'était déplacé maintenant d'en parler? Je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu en parler à l'époque, mais à l'époque, ils ne pouvaient pas parce qu'ils achetaient quand même, parce que ces matchs étaient diffusés sur ces chaînes-là. Donc, il a voulu en parler maintenant à One Soccer. Même, j'avais l'impression que Mediapro, initialement, leur objectif, c'était pas vraiment de faire une plateforme qui, en l'occurrence, One Soccer, parce qu'ils l'ont ouverte un peu à la va-vite, un petit peu avant le début de la Canadian Premier League. Il y avait un match de l'équipe nationale quelques semaines ou mois avant, puis ils l'avaient diffusé quand même sur TSN. TSN, il y avait un partenariat entre les deux. Donc, j'ai l'impression que Mediapro, c'était pas son ambition d'avoir une chaîne. Là, après ça, il y a un problème de perception aussi. C'est que beaucoup de gens ont l'impression que quand c'est sur une chaîne câblée, c'est plus accessible et c'est gratuit, chose qui n'est pas toujours le cas. Une chaîne câblée, c'est pas gratuit. Est-ce que c'est plus accessible ou peut-être pour certaines parties de la population? Il ne faut pas oublier qu'au Canada, une grande partie de la population n'a pas accès à des réseaux Internet haute vitesse. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Là, on ne va pas revenir sur la décision d'avoir fait affaire avec Mediapro, mais je rejoins Alex sur le fait qu'on voit peut-être de la mauvaise foi de la part des médias traditionnels de ne pas parler de Canadian Premier League ou de championnat ou de l'équipe nationale, ou d'en parler le moins possible, alors que, je veux dire, c'est de l'actualité. On ne peut pas dire que c'est pas de l'actualité. C'est de l'actualité sportive. Tu sais, les gens ont tendance des fois à oublier que de l'actualité sportive, c'est tout aussi important d'un point de vue actualité. C'est de l'actualité comme d'actualité artistique, comme d'actualité politique. Je veux dire, c'est comme si on décidait de ne pas parler des élections au Canada parce qu'on n'a pas eu les droits du débat des chefs. Je veux dire, c'est une chaîne d'information, c'est supposé en parler quand même. C'est un peu ça ma position là-dessus, là. Après ça, peut-être dans un autre épisode, on en parlera plus en profondeur parce que je pense on en a gros sur le cœur. Non, mais j'aimerais juste un peu, moi, revenir un peu sur ce que tu as dit. Ben, je suis désolé, mais est-ce que tu penses tu parles de surf canadien quand c'est de l'actualité? Non. Et c'est là que veut dire, et je pense, Olivier Brett, ce qu'il a voulu dire, c'est que du temps où les droits étaient vendus, la plupart des joueurs, c'était des unattached FC, c'était des joueurs libres euh, qui, qui avaient même pas de contrat et ainsi de suite. Donc, dans ce temps-là, il peut comprendre que c'était difficile et je le comprends aussi, il a raison. Mais j'avoue aussi que d'un autre côté, là où je ne rejoins pas Olivier Brett, c'est qu'arrivé à un moment-là, lorsque la Canadian Premier League a été vendue, inaugurée, pourquoi il n'y a pas eu des médias traditionnels qui ont appliqué là-dessus et qui ont essayé de payer de l'argent pour avoir les droits? C'est quand même la première ligue professionnelle du Canada. Même si ce n'est pas des montants énormes, au moins des montants adéquats. Je pense que Mediapro a payé, si je me rappelle bien, 10 millions pour 20 millions pour 10 ans. Bah, ils auraient pu peut-être payer 5 millions. J'aurais aimé avoir au moins des offres des médias traditionnels. Mais aussi, je trouve qu'à un moment donné, il fallait aussi que ces médias traditionnels-là soient un peu plus visionnaires en disant, tu sais quoi, ben, on a des jeunes qui ont l'air de faire du sens. Pourquoi pas commencer à tabler sur l'avenir et ainsi de suite. Après, c'est compliqué de le dire. Petite nouvelle qui vient de passer un peu sous le radar. De ce que j'ai vu, le match du 5 septembre entre les États-Unis et le Canada a apparu sur l'horaire de la grille horaire de RDS. Donc, ce match-là, entre les États-Unis et le Canada, il y a même un avant-match qui est cédulé sur la grille horaire de la RDS pour le match entre les États-Unis et le Canada. Donc, est-ce que les paroles de Victor Montegliani, l'indignation d'Olivier Brett a fait bouger les choses? J'ai aucune idée. Mais on voit en tout cas que ce match-là a l'air d'avoir... En tout cas, on n'a pas eu d'annonce officielle ou quoi que ce soit. On a juste vu sur la grille horaire que c'était le cas. Est-ce que ce sera effectivement le cas ou non? Est-ce que c'est cet événement-là qui a fait bouger les choses positivement? Alex, tu en penses quoi? Ben, il faut juste clarifier là-dessus, c'est que Mediapro, ils ont acquis tous les droits de l'équipe nationale à domicile. Donc, tous les matchs au Canada, c'est à eux. Ça, c'est coulé dans le béton.
Ce qui arrive ici dans ce cas-ci, c'est que le match est aux États-Unis et les droits Mediapro devaient soumissionner pour le droit de diffusion de ces matchs-là. Et comme ESPN ont les droits pour l'équipe nationale, je pense que c'est ESPN qui ont les droits aux États-Unis pour ce match-là. Et comme RDS et TSN, c'est une filiale de ESPN ou ESPN a des parts ou vice-versa, c'est comme ça qu'ils ont été capables de mettre la main sur le match avec les États-Unis. Fait que ça leur a donné l'avantage de pouvoir avoir ce match-là. Fait que Mediapro a perdu. Parce qu'au début, Mediapro disait on va tout diffuser. Puis là, One Soccer est obligé d'enlever le match des États-Unis de leur grille horaire parce qu'ils n'ont juste pas été capables de mettre la main sur le match. Fait que est-ce que c'est vraiment TSN et RDS qui se sont battus pour avoir le match ou c'est la compagnie mère ESPN qui a fait le travail pour eux? Moi, je pense que c'est plus ça. Parce Je que comprends, si. mais n'empêche, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. On est en train de parler de. On se plaint sur les réseaux sociaux et partout que les matchs ne sont pas retransmis dans les médias traditionnels. Quelle que soit la façon dont ça a été fait, on va avoir quand même un match de l'équipe nationale sur les médias traditionnels, ce qui est quand même une bonne chose. On s'en fout comment ça a été fait, mais quand même, c'est quand même une bonne chose selon moi. Daniel Cameron, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu déçu que One Soccer n'a pas pu tenir son engagement par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens comptaient un peu là-dessus pour. Je ne mets pas la faute à Mediapro, là, mais je croyais que de la manière dont ils avaient fait leur soumission, ils avaient comment dire, le contrôle sur les matchs qu'ils pouvaient diffuser même à l'extérieur. Deuxièmement, j'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer l'information, Mediapro Canada a annoncé que son partenariat est prolongé avec Fox pour diffuser la CanPL, la Voyageur's Cup et un documentaire par année Ouais. sur la Mais CanPL. on sait déjà que la Canadian Premier League est déjà retransmise sur Fox, ce qui est quand même très intéressant. C'est juste dommage qu'on ne voit pas ça au Canada. Les droits, c'est normal, c'est bizarre quand même que les droits de la Canadian Premier League, la première ligue et la seule ligue professionnelle de soccer au Canada, soient vendus aux États-Unis, mais pas vendus au Canada. Je trouve ça vraiment très, très bizarre. Mais le Donc, cynisme, le cynisme vient de là. Comment c'est possible que tu n'as pas de médias traditionnels à part la Radio-Canada, la CBC, qui est prêt à les retransmettre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais juste poser la question, je ne fais pas d'accusation, je veux pas mettre le feu aux poudres, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, je l'ai expliqué plus tôt. C'est correct tu prends une décision d'affaires, mais que tu ne peux pas donner les scores ou un fait saillant ou faire un 2 minutes sur oh, voici les résultats en CPL. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que je ouais. demande. En tout cas, on verra. Ben, écoutez, les amis, on avait envie de parler de CanPL. Malheureusement, on n'a plus trop de temps pour en parler cette fois-ci. On va faire des efforts pour en parler la semaine prochaine, ça c'est sûr. Un tout petit mot, par contre, juste rapidement, parce que quand même, il faut qu'on mentionne un petit mot sur cette CanPL en 5 minutes, genre extrêmement rapidement, les amis. J'aimerais savoir, je suis en train de regarder, on est en train de regarder et de suivre la CanPL, bien évidemment. On va parler de cette CanPL-là, du classement de CanPL. Pacific FC, numéro 1 au top de cette CanPL-là. Le Cavalry FC, Valor FC, Forge est juste 4e, York United en 5e position, Edmonton en 6e, Halifax en 7e et l'Atlético Ottawa en 8e. Présentement, on est mercredi, on est le 25 août. Il y a un match qui est en train de se jouer entre Forge et l'Atlético où Forge est en train de gagner 1-0. Donc, ça, c'est le classement live en date d'aujourd'hui alors que Forge est en train de gagner 1-0. Vous pensez quoi de ce classement? Si jamais j'ai à te dire, Daniel Cameron, donne-moi une seule chose qui te saute aux yeux présentement sur ce classement. C'est quoi? Rapidement, en une phrase. Honnêtement, c'est tellement clair, c'est le, le pauvre Atlético Ottawa qui, euh, qui est dirigé à distance. D'ailleurs, j'ai été les voir la semaine dernière. Là. Je me rappelle, j'avais invité Mathieu Boutin au dernier épisode, puis j'avais dit que j'allais peut-être passer au match de Canadian Championship. Et j'ai effectivement été voir le match. Je le remercie d'ailleurs. C'est lui qui a réussi à me trouver des billets. Donc,
Canadian Championship, même chose, que ce soit KNPL, Canadian Championship, le club va pas bien à Ottawa. Voilà. Parfait. Alex Rupert, un petit mot sur ce classement-là. Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Donc, pour Daniel Cameron, c'est le fait de voir l'Atlético Ottawa en dernière position, tandis qu'on s'attendait à une certaine amélioration après une très bonne première saison. Enfin, on va l'appeler saison, même si ce n'était pas vraiment une saison en 2020. C'est quoi qui te saute aux yeux, toi? Ouais, c'est surtout la première place du Pacific FC qui est le différentiel de but le plus important. Donc, il y a beaucoup de buts qui se comptent. Je pense que c'est une équipe beaucoup plus balancée, beaucoup plus complète qu'on le pensait. Et c'est pas de la poudre aux yeux. Pacific, c'est vraiment. J'aimerais préciser, Ouais. et donner à César ce qui lui appartient. Daniel Cameron avait déjà dit lors du fameux guide CanPL que Pacific FC allait finir deuxième. On l'a tous regardé de travers, que ce soit toi, que ce soit moi ou Tristan D'Amour, on l'a regardé de travers, on a dit t'es fou. Et finalement, il a raison. Donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient, Daniel Cameron, premier Bravo. Pacific FC. Il faut le dire. Moi, je vais mentionner mon petit truc. Je suis surpris parce que je m'attendais à ce que vous me parliez de Forge, qui est juste quatrième, alors qu'on pensait qu'ils allaient survoler le championnat. On est juste à la mi-saison, c'est sûr, les choses vont changer à un moment donné. Ils sont juste à 3 points de Pacific FC, donc ils ne sont pas très loin. Mais moi, ce qui vraiment me rend fou, Valor FC, que vous aviez classé tous les trois, Tristan D'Amour, toi, Alex Rupert et même Daniel Cameron en dernière position ou en avant-dernière position dans le classement, se retrouvent troisième. Oui, ils ont eu quelques matchs compliqués dernièrement avec quelques défaites, je pense 5 défaites en 6 matchs, mais hier, ils ont gagné un match avec le retour de Jonathan Sirois dans les buts, une victoire 3-0 pour Valor FC. Valor FC qui tient quand même son bout et qui est quand même troisième avec 22 points, même nombre de points que Forge FC. C'est quand même assez intéressant pour moi, ça saute aux yeux, c'est une surprise. Je m'attendais à une 5e position, vous êtes moqué de moi. Ben là, ils se font mieux que ce que je pensais. Bravo à Valor. Donc voilà pour la Canadian Premier League en vrac, très rapidement. Dernier petit sujet, encore, on va vous le dire, encore plus rapidement qu'avant, Canadian Championship. Donc, la Voyageurs Cup, le championnat canadien. Le premier tour, c'est joué. Victoire de Cavalry à Edmonton sur le score de 2-0. Victoire, on va dire écrasante victoire de York United qui bat Masters FA, le gagnant de Ligue 1 Ontario, sur le score sans appel de 5-0. Halifax qui s'impose face à Blainville sur le score de 2-1, donc le champion de la PLSQ quand même qui tient son bout dans ce match-là et qui perd juste 2-1 face à Halifax. Valor FC, tu en as parlé un peu plus tôt, Daniel Cameron, j'ai parti voir le match à Ottawa. Victoire de Valor sur le terrain de l'Atlético Ottawa sur le score de 3-2. Et enfin, ce match-là qui est, je pense, en train de se jouer présentement entre Pacific FC et les Whitecaps de Vancouver. Et présentement, c'est demain. C'est demain que ça va se jouer entre Pacific FC et les Whitecaps de Vancouver en championnat canadien à 10h heure de Montréal le 26 août. Ce sera peut-être le dernier match du premier tour. Et on a reçu aussi, bien évidemment, le calendrier des prochains tours. On vous a dit qu'on allait parler de Toronto FC et voilà, on va en parler de nouveau. Toronto FC, comme par hasard, par un tirage au sort magique, se retrouve à disputer tous les matchs du championnat canadien à domicile, contrairement aux autres équipes de la MLS. Donc, les Whitecaps jouent sur le terrain de Pacific. Montréal va jouer à Halifax. Le match qui suit, Toronto, si jamais il se qualifie en battant York United, où ils jouent déjà au PMO Field. La demi-finale, ils joueront à domicile et même la finale, ils joueront à domicile. Permettez-moi d'utiliser une expression anglophone. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe du côté de Canada Soccer pour encore une fois donner cet avantage, même s'ils disent que c'est un tirage au sort, pour une 4e année consécutive à Toronto FC. T'en penses quoi, toi, Alex Rupert? Le monde ne va pas m'aimer, mais OK. Que ce soit.
York United et Toronto, il faut que le monde comprenne, c'est sur la même ligne de métro, dans la même ville. Oui, mais pourquoi pas c'était pas à York? Pourquoi c'est pas à York? Pourquoi c'est Toronto? Ça aurait rien changé. Les deux clubs sont dans la même ville. On s'en fout, c'est sur papier. Toronto est en train de recevoir chacun des matchs. Ce n'est pas normal. Ne viens pas me dire que c'est normal. C'est pas normal. Si jamais tu es en train de voir la Coupe de France ou la FA Cup ou la DFB Pokal et que tu vois que le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain ou bien Juventus ou bien whatever que tu veux est en train de recevoir à domicile toutes les équipes de 2e, 3e et 6e division, tu trouverais ça normal? Non. Même si c'est quelqu'un de la région, non, c'est pas normal. Désolé, c'est pas normal. Pour mes amis, les fans du CF Montréal. C'est pas une question de fans de CF Montréal. C'est une question de fans d'un autre club que Toronto FC. C'est okay. que ça. Ça fera aucune différence. Parce que je te le dis honnêtement, pour être dans la ville, les fans du TFC auraient tous pris le métro, auraient été au York Line Stadium, puis tu aurais eu 6000 personnes qui auraient crié TFC. Ça ferait aucune différence. Que ce soit BMO ou York, ça fait aucune différence. Pour ce qui est de Montréal qui va jouer à Halifax, il faut que les fans le voient d'un autre angle. Tu sais, premièrement, le tournoi lui-même n'est pas connu, il n'est pas pan-canadien. Tu as besoin que le tournoi aille ailleurs. Deuxième chose, tu veux que l'Impact, le CF Montréal aille chercher des nouveaux fans. Donc, c'est une bonne chose que le CF Montréal aille à Halifax. Mais Alex, je suis désolé, man. Je vais t'interrompre encore une fois. OK, tu sais quoi? Je te donne le match de York United. Pourquoi la demi-finale se joue à Toronto? Pourquoi la finale se joue à Toronto? On ne sait pas ça. C'est à chaque tour, ils sont supposés faire Non, c'est déjà décidé. Tout est à Toronto. Tout est à Toronto. Tout est à Toronto. Donc, que ce soit à la fin Montréal face à Toronto face à Pacific FC, c'est à Toronto. Ouais, mais tu sais, Toronto, ils passeront pas à travers York. C'est ça que tu veux en MLS. Si par miracle, ils passent à travers York, il faut qu'ils passent à travers Cavalry ou Pacific ou Vancouver, oublie ça. Là. Vancouver va beaucoup mieux maintenant en MLS, hein, donc il faut faire attention. Là. Ils viennent de battre de bonnes équipes. Hein. Ils sont vaincus en 6 matchs, donc attention. Bref, je sais pas. Je veux entendre Daniel Cameron. On se dispute, toi et moi, là. Je veux entendre Daniel Cameron. Qu'est-ce que tu en penses? T'es team Alex ou team Daniel Cameron? Ou team Adi Raphaël? Je suis la team... Personne, comme d'habitude. Neutre, voilà, comme d'habitude. Ça, exactement. J'aurais aimé que déjà on ait les matchs aller-retour parce que maintenant, ça aurait été possible. Ça aurait réglé ce problème-là, qu'on retourne au match aller-retour. Sinon... je trouve que c'est un peu nébuleux pour pas dire autre chose. Mais bon. Donc, tu es Team Hadi, quoi. Ouais, voilà. J'aurais aimé qu'on encourage un peu plus les clubs de CanPL. Merci. Oui. En même temps, en faisant ça, on est en train d'envoyer un message que la CanPL, c'est pas la D1. Qu'est-ce que tu faisais? Si on avantage les équipes de CanPL, c'est qu'on dit que c'est pas la D1. Non, si Pacific bat Vancouver ou. Je pense que Cavalry, c'est eux qui vont recevoir tous les matchs s'ils passent à travers Pacific. Mais, par exemple, si York United bat Toronto, c'est-à-dire tous les matchs suivants seraient à York. Toronto, c'est Toronto. C'est pour ça, je comprends, mais c'est Toronto d'une façon ou d'une autre. Ça dérange. Non, mais c'est parce que le monde... Non, parce que la finale, si jamais York bat Toronto, parfait, la demi-finale va être à York. On est d'accord, parfait. Ouais. Ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si York perd cette demi-finale-là, le match se jouera contre l'équipe qui a gagné la demi-finale. Ouais. Au domicile. Donc, tu es en train de me dire, pour que les matchs ne se jouent pas à Toronto, il faut que Toronto perde. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Tu es en train de donner un avantage à Toronto en lui disant, fais attention, si tu perds ton avantage, tu ne joueras pas chez toi. Obviously, tu es éliminé. J'espère bien que tu ne joues pas chez toi. Donc, bon, bref, je sais pas, je trouve ça un peu ridicule que ce soit Toronto, que ce soit... Si c'était la même chose pour Montréal, j'aurais dit la même chose pour Montréal. Si c'est la même chose pour n'importe quelle équipe de MLS, j'aurais dit la même chose. Je trouve qu'on aurait dû avoir un tirage au sort, même pas un tirage au sort. Quand c'est une équipe MLS, je suis désolé, tu joues à l'extérieur. C'est la même chose qu'on fait en France. Quand c'est de la Coupe de France, si jamais c'est une équipe qui est de 2 divisions plus basses
qu'un club, ben, le club qui a deux divisions plus haut, il joue à l'extérieur. C'est Justement, comme c'est ce que ça, je quel que disais, soit le tirage au sort. mais en faisant ça, on est en train d'envoyer un message que la CNPL n'est pas la D1 au Canada. Dude, ça Non, n'a rien à voir. Là, c'est un autre sujet. Là. Non. La MLS a beaucoup plus de budget que la CNPL. Donc, présentement, la MLS, malheureusement, c'est une ligue supérieure à la CNPL vu ses moyens. Donc, c'est normal que tu donnes avantage à l'équipe qui a moins de moyens. C'est aussi simple que ça. C'est une question financière. En premier, tu auras les billets, ce que tu reçois au billet qui va venir à l'équipe qui en a le plus besoin. Là, c'est pas Toronto qui en a le plus besoin, c'est les autres équipes qui en ont le plus besoin. C'est pas Montréal qui en a le plus besoin, c'est les autres équipes. Ce n'est pas Vancouver qui en a le plus besoin, c'est les autres équipes parce que eux, c'est eux qui ont le plus gros budget. C'est aussi simple de ça. Ce n'est pas seulement une question de MLS versus CNPL, c'est une question pour moi, actuellement, une question de Toronto FC versus le reste du monde. Aussi simple que ça. Moi, je pense, regarde, qui gagne, c'est York. Parce que York, ça va être la meilleure publicité qu'ils ont eue en 3 ans. Parce que je le dis tout le temps, 95% de North York ne savent même pas qu'ils existent. Fait que si tu prends la ville de Toronto en entier, les 3 millions d'habitants, je pourrais dire que 98% de Toronto n'ont aucune idée que York United existe. Ils n'ont aucune idée que la CPL est là. Ils n'ont aucune idée où est-ce que le stade se trouve. Fait que York United qui joue à BMO Field, ça va être la meilleure publicité qu'ils auront jamais de leur vie parce que je ne sais pas ce que leur équipe marketing font à York United, qui ne sont pas capables de se brancher s'ils sont à Toronto ou sont à York, mais c'est York United qui gagne en jouant à BMO Field, à 100%. Puis je pense qu'au contraire, ça, c'est un cas d'exception. York United gagne. Parce que si tu fais le match à York Lions, ils ne gagnent pas. Le monde n'irait pas. Puis ce serait juste les hardcore fans du Toronto FC qui auraient fait le trajet, qui auraient gueulé TFC pendant 90 minutes. Et le reste de la ville n'aurait jamais su que le match se serait déroulé. Là, tu amènes York United, un club CPL à BMO Field. Ouais, mais... Ça, c'est leur porte d'entrée dans la ville. Tu n'auras jamais meilleure publicité. Je comprends ton point. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Mais regarde les choses d'une autre façon. Bon, tu es en train d'avantager York United sur un match. Parfait. Mais elle est où l'avantage pour tout le soccer canadien sur cette décision-là de donner à Toronto un avantage de terrain à chacun des rounds? Il est là le problème. Il n'est pas le problème entre York United et Toronto FC. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est sur le fait que le championnat canadien est programmé quelque part, veut pas, programmé que tant que tu gagnes à domicile Toronto, ben, tu vas gagner le championnat. Et c'est là, il est là le problème. Tu gagnes à domicile. On s'entend. Quel est le pourcentage d'équipes qui gagnent à domicile versus les équipes qui gagnent à l'extérieur? C'est simple. C'est un fait. Tu as beaucoup plus de chances de gagner à domicile qu'à l'extérieur. C'est un fait. Ce tournoi-là, c'est un tournoi les décisions sont marketing, c'est pas sur le mérite sportif. Mais il est là le problème. Ben, je suis d'accord, le mérite sportif n'est pas là, c'est un gros problème, puis c'est pour ça qu'on n'aura jamais notre finale Forge TFC de 2020, parce que c'est marketing. Parce que eux, je pense, dans leur tête, ils se disent, c'est pas une mauvaise chose que les équipes CPL aillent à BMO Field, parce que les médias torontois n'auraient pas le choix de parler de la CPL. Les médias torontois n'auraient pas le choix de parler des clubs CPL. Tu ne peux pas ignorer un match à BMO Field à Toronto, c'est impossible. Les médias de télévision, même TSN et Sportsnet, aussi réticents qu'ils sont, c'est pas vrai qu'ils vont ignorer 15 000 fans au BMO Field quand York United joue là-bas. Puis ça, c'est dans l'intérêt de Soccer Canada parce que c'est des partenaires financiers et intégrantes de la Ligue. C'est dans leur intérêt. It's marketing. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas sportif, puis tu sais, quand ils disent on fait des piles ou face, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Puis tout le monde le sait. Mais je comprends l'idée en arrière, c'est pour amener plus de yeux sur le tournoi, puis c'est pour faire connaître les équipes. Puis je pense que dans leur tête, ils se disent, ben, si les médias torontois parlent de CPL, parlent des clubs, mais la vision à long terme, ça fait un peu, c'est une bonne chose. C'est plate sur le côté sportif, je suis d'accord, mais je comprends la logique. Bon, sur ces mots que je n'approuve pas, on va clôturer le podcast de CS à l'érable.
Les amis, commentez notre podcast. Je pense qu'on a fait un podcast très complet. On a parlé de tout rapidement dans certaines situations, mais on a vraiment pris le temps sur les grosses décisions dans la région, bien évidemment. Donc, je veux vous remercier, les amis. Donc, en premier, je te remercie, Alex Rupert, d'avoir pris le temps, même si on n'est pas d'accord sur ce dernier point. C'est toujours apprécié d'avoir l'avis d'un Ontarien, en fait, d'un Québécois habitant en Ontario. C'est toujours très, très, très intéressant. Merci encore de ton expertise. Toujours un plaisir de froisser certains auditeurs au Québec. Et surtout, certains animateurs et amis et collègues au Québec. Donc, toujours voilà. un plaisir. Daniel Cameron, merci encore d'avoir pris le temps et ta patience à travers tout ce podcast. Sérieusement, c'était très, très apprécié. Ah ben, merci beaucoup, Adi. Alex, je pense que si on se laissait aller, il y a eu beaucoup de sujets de débat aujourd'hui, là. Ben, c'est ça qui est intéressant du côté de CSA l'érable, des débats, des opinions différentes. Suivez-nous, continuez à nous écouter, parlez de nous et bien évidemment, donnez-nous vos commentaires, vos avis sur chacun des sujets. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSA.